sur les courbes Jean-Phi pour corriger d'une épreuve de la première épreuve de mathématiques, concours MP, concours commun INP 2021. Exercice 1, on a donc cette intégrale. Je pose u k de t égale tk ln de t qui est définie continue sur 0, 1. Mais il y a un problème d'intégration en 0, puisque la fonction n'est pas définie en 0. Si k est égal à 0, cette fonction, donc ça revient à étudier somme de ln de t. Alors on sait que ça c'est tout à fait intégrable en 0, et d'ailleurs on peut calculer l'intégrale en prenant alpha proche de 0. Et bien ça s'intègre par t ln de t moins t, et on voit que ça nous donne moins 1 moins alpha ln de t plus alpha, qui tend vers moins 1 quand alpha tend vers 0, parce que les deux tendent vers 0, donc I0 existe égale moins 1, et si k est supérieur ou égal à 1, on sait que, donc c'est croissance comparée de ln et puis de t à la puissance n, on sait que cette limite est égale à 0, donc u se prolonge par continuité en 0, et donc ik existe, et que ik va être égal à ça, j'intègre par partie, je trouve facilement moins 1 sur 2k plus 1 fois ça, ce qui fait moins 1 sur 2k plus 1 au carré, et quand k égale 0, je retrouve ce résultat. Donc cette formule est toujours vraie. Deuxième question, f de t égale ln de t sur t2 moins 1 sur 0,1 ouvert, elle continue, mais il y a un problème en 0 et en 1. Au voisinage de 0, ça tend vers 1, on est ramené à moins ln de t, et on a vu que ln de t était intégrable au voisinage de 0. Au voisinage de 1, on peut écrire que t est égal à 1 moins h, où h est au voisinage de 0, et f de 1 moins h, ça va faire ln de 1 moins h sur 1 moins h au carré, donc il va y avoir 1 qui se supprime, donc ça va faire moins 2h plus h2, et on va dire que ça, c'est moins h plus négligeable devant h, et là c'est moins 2h plus négligeable devant h, ça tend vers 1,5. Donc f se prolonge par continuité, et donc elle est intégrable. F de t égale moins ln de t sur 1 moins t2, c'est égal à ln de t fois la somme des t à la puissance 2 à la puissance k, c'est-à-dire moins ln de t, somme de 0 à plus l'infini des t à la puissance de k, c'est-à-dire la somme de 0 à plus l'infini de moins t à la puissance de k, ln de t. Donc en fait, f, c'est la limite simple de ça. Alors, ça c'est la somme des moins uk de t. F et les uk sont continus sur 0,1, intégrables sur 0,1. Et si je prends somme de 0,1 de valeur absolue de moins uk dt, eh bien ça va être égal, parce que uk est négatif, à cette somme-là, et donc à 1 sur 2k plus 1 au carré. Et cette somme-là est convergente, parce que le terme général est équivalent à 1 sur 4k au carré, et on sait que somme de 1 sur 4, 1 sur n2 est convergente. Donc, en fait, on peut en déduire que cette somme-là est convergente, et que, le théorème dit les deux à la fois, et comme somme de 0 à 1 de f de t dt est égale à la somme de 0 à plus l'infini des sommes de moins uk de t dt. Alors là, évidemment, je suis entre 0 et 1. D'accord? Et donc, ça nous fait somme des 1 sur 2k plus 1 au carré. Alors, comment calculer ça? On observe que somme des 1 sur 2k au carré et somme de 1 sur 2k plus 1 au carré, donc les paires au carré et les impairs au carré, convergentes, toutes les deux, parce que dans le premier cas, c'est égal à 1 sur 4k2 et que somme des 1 sur k2 est convergente, et dans le deuxième cas, il y a équivalence avec 1 sur 4k2. D'accord? Donc si je prends la somme de 1 à 2n plus 1 avec un grand N quelconque, je vais avoir somme, il va y avoir là-dedans des termes pairs qui sont comme ça, des termes impairs qui sont comme ça, et qui vont jusqu'à n, et là les termes pairs vont jusqu'à n aussi, et donc ça me fait ça. Et donc comme les deux séries sont convergentes, j'en déduis que somme de 0 à plus l'infini de 1 sur 2k au carré plus somme de 0 à plus l'infini de 1 sur 2k plus 1 au carré est égal à ça, qui fait pi 2 sur 6. Et je remarque que celle-là, en sortant le 4, et j'obtiens un quart de somme des 1 sur n2 qui vaut pi 2 sur 6. D'accord?
Et donc ça me fait, un quart de pi 2 sur 6, ça fait pi 2 sur 24. Hein. Pi 2 sur 24 que j'enlève à pi 2 sur 6. Hein. D'accord? Et donc ça fait 3 sur 24 pi 2. Hein, ça fait que ça est égal à 3 sur 24 pi 2, c'est-à-dire à pi 2 sur 8. Donc la somme de 0,1 de f de t dt est égale à pi 2 sur 8. 6,2, petit 1, on prend la fonction ln de x, c'est infini sur 0 plus infini, sa dérivée seconde qui est négative, donc f est concave. Donc en prenant les varicentes de ABC affectées, l'isobaricente, hein, puisqu'on prend les coefficients à un tiers, un tiers, un tiers, on sait que ça va être supérieur ou égal à un tiers de ln de A plus un tiers ln de B plus un tiers ln de C. Donc, ça nous fait que ln de A plus B plus C sur 3 est supérieur ou égal à, ça c'est ln de A à la puissance 1 tiers multiplié par B à la puissance 1 tiers multiplié par C à la puissance 1 tiers. Donc ABC à la puissance 1 tiers. Donc, j'ai ça. J'ai celui-là, donc racine cubique de ABC, ln de racine cubique de ABC, qui est inférieur ou égal à ln de A plus B plus C sur 3. Et donc racine cubique de ABC qui est inférieure ou égale à A plus B plus C sur 3. Alors, si je prends cette fonction-là, qui est C infini sur 0 plus l'infini au carré, parce que les fonctions x, y le sont, hein, x, y donne x et donne y, elles sont C infini. Et donc des ronds f sur des ronds x en x, y, je dérive par rapport à x. Ça fait 1 moins 1 sur y, x2, des ronds f sur des ronds y, 1 moins 1 sur x, y2. Et si on a un point critique, ces deux dérivées partielles sont égales à 0. Donc 1 sur y, x2 est égal à 1. Donc y, x2 est égal à 1. x2 et y aussi. Et en divisant ça par ça, je vais trouver 1. Donc x sur y égale 1 et x égale y. Que je remplace ici, ça me fait x au cube égale 1. Donc x égale 1. Et comme x égale y égale 1. Réciproquement, il est évident que en 1, 1, les dérivées partielles sont bien égales à 0. Si f a un extrémum global en xy, alors xy est un point critique, donc xy va être égal à 1, 1, f de 1, 1, bah, c'est 3. Si je m'intéresse à un tiers de f de xy, je peux trouver un tiers de x plus y plus 1 sur xy, et j'applique cette formule-là. Ça va être supérieur ou égal à racine cubique de x fois y fois 1 sur xy qui vaut 1. D'accord? Et donc, en multipliant par 3, j'obtiens que f de xy est supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire à f de 1, quel que soit xy positif. Donc, on a un minimum global en 1. Voilà. Exercice 3, question 5. La fonction factorielle, je prends une variable x égale 1. Si je demande factoriel 0, je renvoie 1. Et sinon, pour k allant de 1 à n, à chaque fois je fais x égale x fois k et je retourne à x. Enfin, question 6, calcul de p parmi n. Donc on a factoriel n qui donne n multiplication à condition, si c'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on commence par 1 fois 1. Sinon, si on commence directement par 1 fois 2, ça en fera n moins 2. Donc on va dire que ça en fait n. P, n moins P, et puis il y a celle-là en plus 1. Donc ça en fait n plus 1, donc au total 2n plus 1. Donc ici, ça en fait 61. Mais on peut l'écrire comme ça, et là, ça nous fait P multiplication, là aussi, donc 2P. Et donc si on est 10 parmi 30, ça nous fera 2 fois 10 égale 20. Donc là, il y en a beaucoup moins. Si on met slash au lieu de 2, le type retourné est flou. Question 7, n supérieur ou égal à p supérieur ou égal à 1, n sur p, p-1 parmi n-1, ça fait ça, et donc ça. La fonction binomiale en np, si p égale 0, elle retourne 1, factoriel 0, sinon elle retourne, c'est une fonction récursive, elle va retourner n fois ça divisé par p, c'est-à-dire ça. Alors par exemple, si je demande binôme rect de 5,2, elle va appeler binôme rect de 4,1, qui va appeler binôme rect de 3,0. Là, on a p égale 0, donc ça retourne 1. Donc 4 fois 1 divisé par 1, qui va se mettre ici.
et donc ça fera 5 fois 4 divisé par 2, et donc ça fera 10. La fonction Bernoulli de n, B0 est égal à 1. On va calculer les bk de 1 à n, donc for k est une range 1, n plus 1, et comme à chaque fois c'est une somme, on part de 0, et on utilise B1 jusqu'à B0 jusqu'à bk moins 1, donc c'est pour ça que c'est une range 0k, pour calculer bk, et donc à chaque fois s égale s plus bj fois binomial de k plus 1j. Et à la fin, on rajoute au tableau B la valeur moins s sur k plus 1 et on retourne Bn. Voilà. Question 9, alpha supérieur à 1, donc on peut intercaler un bêta entre 1 et alpha. ln de n sur n puissance alpha, c'est égal à ça, et comme alpha moins bêta est positif, ça l'emporte sur ça, donc ça tend vers 0, donc ça peut être inférieur ou égal à 1 à partir d'un certain rang. Et donc ln de n sur n puissance alpha va être inférieur ou égal à 1 sur n puissance bêta pour n supérieur ou égal à n. Avec un bêta qui est supérieur à 1, donc comme cette série-là converge d'après Riemann, l'autre va converger aussi. Question 10, fn de x égale 1 sur n puissance x pour x supérieur à 1. Cette somme, alors si je fixe x, cette somme est convergente puisque x est supérieur à 1, donc c'est Riemann. Donc la fonction zeta est bien définie sur 1 plus l'infini. Par ailleurs, fn, c'est f ça, est égal à exponentielle moins x ln, donc elle est de classe c infini, parce que ça c'est évidemment c infini, sur 1 plus l'infini, et f'n est égal à moins ln d'exponentielle moins x ln. Si a est supérieur à 1 et que je prends x supérieur ou égal à a, je vais avoir x ln qui est supérieur ou égal à a ln, donc moins x ln qui est inférieur ou égal à ça, et je passe à l'exponentielle, et ça me fait que valeur absolue de f' de n de x, qui est égal à ln exponentielle de moins x ln, va être inférieur ou égal à ln exponentielle de moins a ln. Ça c'est positif, et ça fait ça. Mais on sait que cette série-là est convergente, puisque j'ai pris a supérieur à 1. Donc la somme des f'n est absolument convergente sur a plus l'infini. Et donc comme la fonction zeta existe, comme la somme des fn existe, que la somme des f'n est absolument convergente, eh bien on peut en déduire que la fonction somme des fn, c'est-à-dire zeta, est dérivable sur a plus l'infini, que sa dérivée c'est la somme des f'en. De plus, comme les f'en sont convergentes et que cette somme-là est absolument convergente, on en déduit que zeta prime, et que les f'en sont continues, on en déduit que zeta prime, donc la somme, est continue aussi. Ceci quel que soit a supérieur à 1. Donc finalement, zeta, elle existe sur 1 plus l'infini, elle est de classe C1 sur toute A plus l'infini avec A supérieur à 1, donc elle est de classe C1 là-dessus. D'accord? Et zeta prime est égal à ça, sur tout intervalle A plus l'infini où A est supérieur à 1, donc zeta prime est égal à ça sur 1 plus l'infini. Alors, j'ai oublié de dire pourquoi la fonction était décroissante. Elle l'est parce que sa dérivée est négative. Question suivante, Sn égale somme des fk, la limite de Sn de x en 1, que j'appelle Ln, c'est la somme des 1 sur k quand on va de 1 à n. Et si il y avait convergence uniforme sur 1 plus l'infini, alors cette suite des Ln serait convergente, la limite de zeta de x en 1 serait égale à la limite de cette suite. Mais cette suite n'est pas convergente, parce que quand on fait tendre n vers plus l'infini, on obtient la série somme de 1 plus l'infini de 1 sur k, série harmonique divergente. On cherche cette limite. On peut supposer x supérieur ou égal à 2. On sait déjà que la limite existe parce que la fonction est positive décroissante. Pour x supérieur ou égal à 2, la valeur absolue de fn de x, qui est pareil que fn de x, est égale à ça, plus petite que ça, égale 1 sur n2, ce qui prouve que c'est une convergence normale, donc uniforme, d'accord, vers zeta sur 2 plus l'infini.
Alors Ln, c'est la limite des Sn de x quand x tend vers plus l'infini. Bon, donc ça veut dire que Sn de x, hein, c'est ça. Et là, je fais tendre x vers plus l'infini. Donc ça fait 1, puis les autres, ça fait 0. Donc, Ln va être égal à 1. Et donc, comme la convergence est uniforme sur 2 plus l'infini, et que la limite des Sn de x en plus l'infini est égale à 1, ben j'en déduis que la limite de zeta de x existe quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de Ln est égale à 1. C'est toujours le fameux théorème d'interversion des limites quand on a la convergence uniforme. Question suivante, x supérieur à 1. J'ai cette intégrale qui existe, alors on va dire pourquoi rapidement, même si ce n'est pas demandé. Pour x fixé, d'abord on a cette fonction qui est continue, donc intégrable sur tout 1a avec a supérieur à 1. Et pour x supérieur à 1, eh bien on a une fonction ici, comme x est supérieur à 1, cette intégrale est convergente. Voilà. Donc I de x appartient à R+. Pour x supérieur à 1, x est supérieur à 1, donc 1 sur t puissance x est égal à exponentielle moins x ln de t, qui est décroissant sur 1 plus l'infini. Alors j'ai fait le dessin ici, c'est la fonction g. Quand x est entre n et n plus 1, j'ai g de t qui est entre g de n plus 1 et g de n, puisqu'elle est décroissante. Et donc quand j'intègre entre n et n plus 1, donc ça fait un poids de 1, je vais obtenir ça. Donc ça, c'est inférieur ou égal à g de n. Et si je remplace n par n-1, g de n est inférieur ou égal à ça. Maintenant, si je somme les g de n pour de 1 à n, alors on va dire, oui, j'aurais dû mettre en fait k. D'accord? De 1 à n, eh bien, je vais obtenir, ça c'est valable que pour n supérieur ou égal à 2. Donc de l'autre côté, il faut que je rajoute g de 1 plus la somme de cela. D'accord? Donc ça nous fait somme de 1 à n, parce que là, quand je fais la somme de 1 à n plus 1, je veux dire que c'est somme de 1 à 2 plus somme de 2 à 3, et jusque-là. D'accord? Donc j'ai bien ce truc-là. Et de l'autre côté, il faut que je rajoute g de 1. Donc g de 1 plus, et là, quand je fais la somme, je vais jusqu'à n. D'accord? Donc ça me fait ça. Donc ça fait que I de x, quand je fais tendre n vers plus l'infini, j'obtiens que I de x fait donc est inférieur ou égal à la limite de ça, c'est zeta. Et de l'autre côté, alors g de 1, g de 1 il vaut 1, donc ça me fait I de x plus 1. Voilà. Bon, I de x, c'est somme de 1 à plus l'infini de t puissance moins x dt. Bon, ça, je l'intègre en t puissance moins x plus 1 sur 1 moins x, entre 1 et plus l'infini. Comme x est supérieur à 1, en plus l'infini, ça fera 0. Puis quand j'enlève 1 sur 1 moins x, ça fait plus 1 sur x moins 1. Donc ça fait 1 sur x moins 1, et donc j'obtiens ça. D'accord? Et d'où je vois que la limite quand x tend vers 1 plus, c'est ici, ça fait plus l'infini. Donc la limite de zeta va être égale à plus l'infini. Voilà. Alors, je vois ça, puis quand je divise par 1 sur... Alors quand x tend vers 1 plus, quand je divise par 1 sur x moins 1, ça me fait 1 inférieur ou égal à zeta sur 1 sur x moins 1, inférieur ou égal à 1 plus x moins 1 qui tend vers 0. D'accord? Donc ça veut dire que ça tend vers 1, et donc que zeta de x est équivalent à 1 sur x moins 1 au voisinage de 1. Question 14, la somme pour b appartenant à n étoiles des 1 sur b à la puissance x est positive, convergente, et on sait que la fonction zeta en x est égale à la somme de 1 à l'infini de 1 sur b à la puissance x. Donc, 1 sur a puissance x, zeta de x va être égal à la somme des 1 sur a puissance x des puissance x, c'est-à-dire ça, quel que soit a supérieur ou égal à 1. La somme pour a supérieur ou égal à 1 de la somme sur b pour b supérieur ou égal à 1 des 1 sur ab puissance x, ça va donc être égal à ça, et donc ça fera ça.
Et donc ça fera zeta de x multiplié par ça, c'est-à-dire zeta au carré. Donc la famille 1 sur AB à la puissance x est sommable de somme zeta de x au carré. Alors maintenant, si on considère AN l'ensemble des couples AB qui appartiennent à A et qui vérifient AB est égal à N, hein, d'accord, il est fini. Il est fini parce que pour un N donné, donc N est un entier naturellement nul, il n'y a qu'un nombre fini de diviseurs. Or, si AB appartient à N, A et B sont des diviseurs de N. Alors inversement, si A est un diviseur de N, il existe B tel que AB égale N, donc on va trouver un couple AB qui appartient à A. On a évidemment A qui est égal à l'union des AN. D'abord parce que l'union des AN est inclus dans A, ça c'est évident, et que si on prend AB qui appartient à A, eh bien on considère à ce moment-là N égale à B, et donc on aura AB qui appartient à N. Donc c'est bien une union disjointe, parce que si N est différent de P, un couple AB qui appartiendrait à N inter à P, bah, ça nous ferait AB égale N, et AB égale P, donc N égale P. Si N est égal à 1, il n'y a qu'un diviseur, D1, et donc AN à ce moment-là est égal à 1, 1 de couple à 1, donc cardinal 1. Si N est supérieur à 1, les diviseurs de N sont, alors je les mets dans leur croissant, A1 jusqu'à AP. Je considère phi l'application de cet ensemble des diviseurs de N vers AN et qui à AK associe AK à M, tel que AK AM est égal à A. D'accord? Donc elle est parfaitement définie parce que comme AK est un diviseur de N, ben, il existe AM tel que AK AM est égal à A. D'accord? Alors c'est une bijection évidente de cet ensemble-là vers celui-là. Alors pourquoi c'est une bijection? L'injection déjà elle est évidente parce que si j'ai AK AM, si le couple AK AM est égal au couple AK AJ AP, bah, ça veut dire que AK sera égal à AJ déjà. Hein. Et puis quant à la surjection, eh bien si je prends AB qui appartient à AN, il va être égal à phi de A, où A appartient à ça. Donc le cardinal de AN va être égal au cardinal de ça, c'est-à-dire dN. Alors la somme pour AB appartenant à A des 1 sur AB à la puissance x, bah, c'est la somme pour n appartenant à n étoile de la somme des n appartenant à n. Alors cette somme-là, elle est finie, hein, des 1 sur AB à la puissance x. Cette somme-là, elle est infinie, dénombrable. Pour AB appartenant à n, on a AB qui est égal à n. De plus, le cardinal de AN est égal à dn. Donc la somme pour AB appartenant à n des 1 sur AB à la puissance x, hein, c'est-à-dire cette partie-là, bah, ça nous fait exactement dn sur n à la puissance x. Hein, parce que dn fois, on a ça. Voilà. Donc ça veut dire que zeta de x au carré, parce que zeta de x au carré, on a vu que c'était ça. Hein. D'accord? Donc c'était ça. Donc zeta de x au carré, là, il va être égal à la somme pour n égale 1 à l'infini de dn sur n à la puissance x. Bon. Eh ben c'est bon, c'est terminé, c'est ce qu'on voulait démontrer. Voilà. Alors maintenant la question donc Q15 hein, du grand 3, A appartenant à une étoile, dire que grand X appartient à A n étoile, ça équivaut à dire que X appartient à l'ensemble des KA, K appartenant à une étoile. Donc la probabilité de cet ensemble, c'est la somme des probabilités de chacun. Donc c'est la somme des probabilités de X égale KA. Et parce que là on est dans des probabilités discrètes. Hein. Donc c'est la somme pour k égale 1 à l'infini de 1 sur zeta de S KA à la puissance S. Et ça fait quoi? Là, je peux sortir 1 sur A puissance S. Il va y avoir multiplié par 1 sur zeta de S. Et puis il va rester somme de k égale 1 à l'infini de 1 sur k à la puissance s. Mais ça fait zeta de s. Et zeta de s divisé par zeta de s, ça supprime
et donc il va rester 1 sur A à la puissance 16. Alors la question 16, là, bon, c'est une question tellement évidente qu'on nous demande en fait de refaire un peu du cours. Là. Pour n égale 1, bah, A1 divise n qui vaut 1, ça veut dire que 1 est égal à 1, hein, donc on a cette équivalence bébête. Hein. Supposons que la propriété soit vraie à l'ordre n et prenons n plus 1 entier, chacun diviseur de n. Alors A, je pose A égale pi de 1 à n des AK, bah, il divise n, ça c'est grâce à l'hypothèse de récurrence. Bon, AN plus 1 et A va être égal à 1, c'est-à-dire AN plus 1 et A vont être premiers entre eux, sinon il existerait un entier D, un nombre premier D, qui diviserait AN plus 1 et qui diviserait A. Et comme il divise A, il va diviser, puisque A c'est le produit de cela, il va diviser un des AK. D'accord? Donc il va diviser AN plus 1 et un des AK, ce qui est faux parce qu'ils sont premiers entre eux. Donc AN plus 1 et A sont premiers entre eux. Donc, et AN plus 1 divise N et A divise N. Donc là, directement, on a envie de dire bah, AN plus 1, A va diviser N. Alors si on veut, on peut le redémontrer, mais ça complique un peu les choses. Alors évidemment, donc, je ferai la démonstration après. Une fois qu'on a A fois N plus 1 divise N, bah, ça fait que ça divise N. Et donc, on a démontré une partie de l'équivalence. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce résultat? Bah, si A divise N, c'est que N est un lambda est un entier naturel, hein, non nul, B divise N, et A et B sont premiers entre eux. D'accord? Donc B divise ça. Et comme A et B sont premiers entre eux, B divise lambda. Du coup, lambda est égal à un BB', toujours avec B' entier naturel non nul. Et N qui est égal à lambda A devient A BB'. Et donc là, je vois que AB divise N. Voilà. Alors la réciproque est évidente parce que si le produit divise N, alors si je prends un AP, comme il divise le produit des AK, et que le produit des AK divise N, ben cet AP divise N. D'accord? Donc l'équivalence est vraie à l'ordre N plus 1. Donc d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie et c'est gagné. Le corrigé de cette épreuve, alors ça c'est faux, ce qu'on vient de démontrer c'est faux si les AK sont premiers entre eux dans leur ensemble. Par exemple, on prend A1 égale 6, A2 égale 10, A3 égale 15. Bon, bah, si un nombre D divise 6, soit c'est 1, 6, 2 et 3, là c'est soit c'est 1, 2, 5 ou 10, là c'est 1, 3, 5 ou 15, et donc le seul possible c'est 1. D'accord? Donc ils sont bien premiers dans leur ensemble, ils divisent tous 30, et pourtant leur produit ne divise pas 30, parce que leur produit ça fait 900. La question 17, on prend une sous-famille des AK, et on dit que oméga, donc un élément de l'univers, appartient à cet ensemble-là, si et seulement si BK divise tout, les BK divisent x de oméga pour k allant de 1 à r, ce qui équivaut à dire que, alors je vais l'appeler B, le produit de 1 à r des BK va diviser x de oméga d'après ce qu'on vient de voir, car les BK sont 2 à 2 premiers entre eux. Donc, l'intersection de 1 à r des x appartient à BK, eh bien, cette intersection BK n étoile est égale à x appartient à b n étoile, donc la probabilité de cette intersection est égale à la probabilité de x appartient à b n étoile, qui est égale à ça, qui est égale à ça, qui est donc égal au produit des 1 sur bs à la puissance k, donc au produit des p de x appartient à bk n étoile. Et ça prouve bien que cette égalité-là, hein, probabilité de ça est égale à ça prouve bien l'indépendance mutuelle. Question 18, Bn est donc l'ensemble des oméga appartenant à oméga tel que Pj ne divise pas x d'oméga, quel que soit j égale à 1 à n. Donc c'est l'intersection pour 1 de 1 à n de x n'appartient pas à Pj n étoile. Et comme les x appartient à Pj n étoile sont mutuellement indépendants, les événements contraires sont aussi mutuellement indépendants. Donc P de Bm est égal à produit de
produit des probabilités de ces événements-là, c'est-à-dire 1 moins la probabilité que x appartient à PJ, et ça, ça nous fait donc le produit de 1 à n des 1 moins 1 sur PJ à la puissance s. Question 19, oméga appartient à B, B c'est l'intersection des Bn, pour n appartenant à étoile. Donc ça équivaut à x oméga appartient à Bn, quel que soit n appartenant à une étoile. Donc ça veut dire que PJ n'évite jamais x, quel que soit j allant de 1 à n. Donc ça veut dire que PJ ne divise jamais x oméga, quel que soit aucun nombre premier ne divise x oméga. Donc ça veut dire que x oméga est égal à 1. Donc ça veut dire que P de B est égal à P de x égale 1, c'est-à-dire 1 sur... alors P de x égale 1, P de x égale 1, ça fait évidemment 1 sur zeta de s. D'accord? Donc P de B, donc Bn, alors c'est quoi P de B? Bn est égal à l'intersection de 1 à n des x n'appartenant pas à PJ n étoile. Donc Bn, ça va être une suite décroissante. D'accord? Et on sait qu'à ce moment-là, P de B, B c'est l'intersection de tous les Bn. P de B, donc P de l'intersection des Bn, ça va être l'un des P de Bn. Alors, donc P de B va être l'un des pi de 1 à n des 1 moins 1 sur PJ à la puissance s. Voilà. Et donc ça nous fait la limite quand n tend vers plus l'infini de pi de 1 à n des 1 moins 1 sur PJ à la puissance s. Donc zeta de s, et qui est égal à 1 sur P de B, va être égal à 1 sur cette limite, c'est-à-dire limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur le produit de 1 à n des 1 moins 1 sur PJ à la puissance s. Enfin, supposons que cette série des inverses des nombres premiers soit convergente. Alors forcément, ça va converger vers un nombre réel A positif. Un égale pi de 1 à n des 1 sur 1 moins 1 sur pk. Donc ça nous fait que ln de un est égal à moins somme des ln de 1 moins 1 sur pk, c'est-à-dire somme des moins ln de 1 moins 1 sur pk. Le terme général de ça, c'est équivalent à 1 sur pk. Et on a, parce que pk tend vers plus l'infini, et donc 1 sur pk tend vers 0. Et 1 moins... et on sait que cette série-là est convergente. Donc la série des UN, parce qu'on est encore avec des positifs, va être convergente aussi. D'abord cette série-là, qui est une série positive, de termes positifs, parce que là on est plus petit que 1, donc le logarithme est négatif. Et donc cette série-là est convergente, tend vers b positif. Donc si ln de un tend vers b positif, un tend vers exponentielle b, qui est égal à un nombre réel, petit l, évidemment, strictement positif aussi, et même supérieur à 1. S est supérieur à 1, PJ à la puissance S va être supérieur à PJ, bien sûr, parce que les PJ sont supérieurs ou égaux à 2. Donc 1 sur PJ puissance S est inférieur à 1 sur PJ, donc 1 moins 1 sur PJ puissance S est supérieur à 1 moins 1 sur PJ, et donc le produit de cela est supérieur au produit des autres, et donc quand on passe aux inverses, on fait le contraire, et on voit que ça c'est inférieur à ça qui vaut UN, d'accord? Puis on fait tendre n vers plus l'infini. Alors quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers zeta de S. D'accord? Donc zeta de S va être inférieur ou égal à la limite des UN. Alors la limite des UN, c'est L. D'accord? C'est un nombre réel. Et ça, c'est quel que soit S positif, ce qui est impossible parce que la limite de zeta de S, quand S tend vers 1 plus, est égale à plus l'infini. Plus l'infini pour inférieur ou égal à L. Donc ça veut dire qu'on a mal supposé donc, que la série des 1 sur Pn est une série divergente.